Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'admirer quelqu'un au point où cette personne prend beaucoup de place dans tes pensées? Elle prend même plus de place que ta propre vie? La plupart d'entre nous connaissent ce sentiment sous une forme ou une autre. Un artiste dont la musique nous a traversés à 16 ans, une voix qui nous faisait nous sentir moins seuls dans le noir, quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré mais qui semble nous comprendre tellement et même parfois mieux que quiconque. C'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de normal. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette admiration franchit les frontières du réel? Quand elle cesse d'être un pont vers le monde et devient un mur entre soi et la vie? En 1996, à Hollywood, en Floride, pas la ville du cinéma, mais une petite ville anonyme au bord de l'Atlantique, un homme de 21 ans s'est assis devant sa caméra pour la dernière fois. Il avait consacré 3 années de sa vie à une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Il lui avait écrit des centaines de lettres qu'elle n'avait jamais lues. Il avait rempli 803 pages d'un journal intime dans lequel son nom apparaissait 408 fois. Ce matin-là, il était allé à la poste envoyer un colis. Un livre évidé bourré d'acide sulfurique adressé à son appartement de Londres. Et en rentrant chez lui, il s'était peint le visage en rouge et vert. Il avait appuyé la bouche d'un revolver sous son menton et il avait tiré. Elle ne savait même pas qu'il existait. Il était une fois une histoire vraie. Pour comprendre cette histoire jusqu'à ses racines, il faut d'abord comprendre qui était Björk en 1993 et ce qu'elle représentait. Pas seulement pour le monde de la musique, mais pour des milliers de personnes qui se sentaient différentes, incomprises ou simplement trop intensément vivantes dans un monde ordinaire. Björk Guðmundsdóttir, désolé pour la prononciation, est née en 1965 à Reykjavik, en Islande. Elle a commencé à chanter professionnellement à l'âge de 11 ans. Ce n'est pas une métaphore, c'est une histoire réelle. À 16 ans, elle faisait partie d'un groupe. À 20 ans, elle était une figure connue dans toute l'Islande. Mais le monde entier ne la découvrirait qu'en 1993, avec la sortie de Début, son premier album solo. Et cet album, pour des milliers d'oreilles à travers la planète, a été quelque chose d'extraordinaire. Björk ne ressemblait à rien de ce qui existait. Sa voix était inclassable. Parfois douce comme un murmure, parfois explosive comme un cri, toujours chargée d'une émotion brute qui semblait venir d'un endroit que les autres artistes n'osaient pas toucher. Elle chantait des choses qui n'avaient pas de nom, l'émerveillement pur, la vulnérabilité sans honte, le désir d'exister pleinement dans un monde trop étroit. Et dans cette voix, beaucoup de personnes trouvaient quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Des gens seuls, des gens différents, des gens qui portaient une intensité intérieure dont ils ne savaient pas quoi faire. C'est une chose puissante, l'art. Quand il est authentique, il crée quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Il crée même une illusion de proximité. On a l'impression de connaître l'artiste, on a l'impression qu'il ou elle nous parle directement à nous et à personne d'autre. Pour la majorité des gens, cette illusion reste dans l'espace de l'écoute, du concert, de la rêverie. Pour certains, la frontière devient floue. En 1993, dans un appartement de Lawrenceville, en Géorgie, une de ces banlieues américaines qui se ressemblent toutes, où rien n'est censé se passer et où tout est conçu pour être oublié, un jeune homme de 18 ans a mis Début dans son lecteur CD et la frontière a commencé à se dissoudre. Ricardo Lopez est né le 14 janvier 1975 à Montevideo, en Uruguay. Sa famille était modeste, ordinaire, sans drame apparent. Quand Ricardo était encore enfant, ils ont traversé l'Atlantique pour s'installer aux États-Unis, en Géorgie, dans cette banlieue de Lawrenceville, où rien en surface n'était censé mal tourner. Ceux qui l'ont connu dans son enfance parlent d'un garçon facile à vivre. Introverti, certes, mais pas inquiétant. Il avait beaucoup d'amis masculins.
il s'entendait bien avec sa famille. Il criait, il dessinait, il rêvait de devenir un artiste. Mais Ricardo porte quelque chose d'invisible, un poids que personne autour de lui ne pouvait vraiment voir, parce qu'il ne savait pas lui-même comment le nommer. Il souffrait du syndrome de Klinefelter, une anomalie chromosomique rare, dans laquelle les garçons naissent avec un chromosome X supplémentaire. Entre autres effets psychologiques, ce syndrome avait développé chez Ricardo une gynécomastie du tissu mammaire, des formes de femme sur un corps d'homme. Pour un adolescent américain dans les années 80 et 90, dans une école ordinaire avec des camarades de classe ordinaires, c'était une source de honte silencieuse et constante. Ricardo ne parlait pas de ça. Il le portait seul, enfermé à l'intérieur de lui, comme quelque chose d'inavouable. Dans ses écrits, il décrivait son corps comme une déformation. Il se sentait bizarre, indigne d'être vu, indigne d'être aimé. Et sur cette honte physique, d'autres hontes se sont empilées, les unes sur les autres, comme des couches successives d'une armure qu'on ne choisit pas de porter. Ricardo avait rêvé de devenir artiste. Il dessinait, il criait, il ressentait les choses avec une intensité peu commune. C'est visible rétrospectivement dans la quantité et la profondeur de ses écrits. Mais il n'a jamais osé pousser la porte d'une école d'art. Il était persuadé, absolument profondément persuadé, qu'on le rejetterait. À cause de son manque de formation formelle, à cause de son apparence, à cause de ce qu'il était fondamentalement, au plus profond. Alors il a abandonné le lycée sans diplôme. Il a commencé à travailler pour son frère, dans sa petite entreprise de désinsectisation, Exterminator. Quelqu'un qu'on appelle pour tuer ce qu'on ne veut pas voir. Dans son journal, celui qui atteindra 803 pages, il se décrivait lui-même comme un perdant qui n'a même pas appris à conduire. Pas de voiture, pas de petit ami, pas de carrière, pas de vie sociale qui ressemble à quelque chose. 168 pages dans ce journal évoquent son sentiment d'échec. 168. C'est presque une ligne sur 5 dans un texte qui fait la longueur de 2 romans. Avec les femmes, c'était différent. Il était maladroit, paralysé, incapable de se montrer tel qu'il était, parce qu'il ne s'aimait pas assez pour croire qu'une femme puisse l'aimer en retour. À 17 ans, quelque chose a changé dans sa façon d'habiter le monde. Il s'est retiré. Pas brutalement, pas comme une rupture visible, mais progressivement, comme une marée qui se retire sans un bruit et qui laisse derrière elle un espace vide. Et dans cet espace-là, les célébrités ont pris la place de la vie réelle. Avant Björk, il y a eu une autre femme. Les archives sont imprécises sur son identité. Certains journalistes d'investigation évoquent Geena Davis, actrice américaine qui avait remporté un Oscar en 1989 et dont le divorce avait fait la une des magazines en 1990. Ce qui est certain, c'est que Ricardo avait développé une obsession similaire pour elle et que le jour où elle a annoncé sa rupture amoureuse, il l'a rejetée avec colère dans ses écrits. Il lui en voulait pour avoir eu une vie réelle dans laquelle, lui, il n'existait pas. C'était la logique interne de son monde. Ces femmes existaient pour lui, dans son imaginaire. Et quand elles existaient pour quelqu'un d'autre, elles le trahissaient. En 1993, il a découvert Björk et il a pensé avoir trouvé quelqu'un qui ne le trahirait jamais. L'obsession de Ricardo Lopez pour Björk a commencé comme toutes les obsessions commencent, doucement. Il a d'abord écouté sa musique en boucle, puis lu toutes les interviews disponibles dans les magazines, dans les journaux, dans les fanzines, puis acheté tout ce qui portait son image, puis commencé à lui écrire des lettres, des dizaines de lettres, peut-être plus. Les archives n'ont jamais toutes été retrouvées. Dans ces lettres, il ne lui demandait rien de particulier, il lui parlait.
Il lui racontait sa journée, il lui disait ce que sa musique lui fait ressentir, précisément dans quelle partie de lui-même elle le touchait. Il n'espérait pas vraiment une réponse. Ce qui comptait, ce qui compte, quand on écrit à quelqu'un qu'on idolâtre, ce n'est pas toujours la réponse, c'est l'acte d'écrire, le sentiment d'exister dans la direction de quelqu'un, d'envoyer une partie de soi vers une lumière qui ne te connaît pas mais qu'on a choisie. Mais les mois ont passé et l'obsession a grossi. Silencieusement, comme les choses vraiment dangereuses grossissent toujours. Ricardo a commencé un journal intime, dans lequel il déversait tout ce qu'il ressentait. Ses pensées sur Björk, ses rêves, ses fantasmes, ses haines, ses hontes, ses angoisses, ses théories sur le monde. 803 pages. Pour te donner une idée de ce que ça représente, si tu lis ce journal à voix haute, sans jamais t'arrêter, il te faudrait environ 40 heures. 40 heures de la vie intérieure d'un homme seul dans une pièce. Les enquêteurs qui ont analysé ce journal intime après sa mort ont compté 408 références à Björk, 168 références à son sentiment d'échec, 34 références au suicide, 14 références au meurtre. Et une phrase qui revenait, formulée de différentes manières, à travers des dizaines de pages, comme un refrain qui ne pouvait pas s'empêcher de répéter. Il voulait avoir un effet sur sa vie. Pas la posséder, pas la rencontrer nécessairement, juste être dans son radar, être réel pour elle, avoir une présence dans son monde, même infime, même invisible. Dans ses rêves qu'il décrivait avec une précision troublante, il s'imaginait inventer une machine à voyager dans le temps pour retourner en Islande dans les années 70, pour rencontrer Björk enfant, devenir son ami, être dans sa vie depuis le début, faire partie de son histoire depuis le début. Il écrivait noir sur blanc « Je ne pourrais pas coucher avec Björk parce que je l'aime. Ce n'était pas du désir, c'était quelque chose de plus profond et d'une certaine manière de plus inquiétant. Une fusion fantasmée, une appartenance imagée. Il ne voulait pas Björk, il voulait appartenir à sa vie. Ses amis savaient, son frère savait, il parlait de Björk à tout le monde, sans la moindre gêne, sans voir qu'il y avait un problème. Un jour, son frère lui a dit directement « Trouve-toi une vraie femme. Tu es obsédé. » Ricardo n'a pas entendu ça comme un avertissement. Il l'a noté dans son journal et il a continué. Et puis, au début de 1996, quelque chose s'est produit. Ricardo Lopez lisait Entertainment Weekly, un magazine américain de culture populaire, quand il est tombé sur un article. Björk était en couple. En couple avec Goldie, Matthew Kwati Johnson, de son vrai nom, musicien et producteur britannique, pionnier du drum and bass et de la jungle music, figure reconnue dans le monde entier, un homme noir. Ce que Ricardo Lopez a ressenti à ce moment-là, il l'a mis dans son journal intime, avec une franchise brutale. Il était en colère pour deux raisons distinctes. La première, le sentiment de trahison. Il a écrit « J'ai perdu 8 mois. » Et elle a un amant. 8 mois à quoi? À lui être fidèle dans son imaginaire, à construire une histoire qui n'existait que dans sa tête. Et voilà qu'elle, sans lui demander son avis, sans le consulter, sans même savoir qu'il existait, avait choisi quelqu'un d'autre. La deuxième raison était raciste. Je ne vais pas reproduire ici les mots qu'il a utilisés, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être répétés. Mais les documents retrouvés par la police montrent clairement que la haine de Ricardo Lopez était aussi alimentée par le fait que Goldie était un homme noir. Des insultes raciales écrites en toutes lettres dans son journal et plus tard sur les murs de son appartement. Cette dimension de l'histoire est souvent passée sous silence dans les récits médiatiques. Mais elle est là. Elle fait partie de qui était Ricardo Lopez. Et elle est importante pour comprendre la nature réelle de ce qu'il appelait son amour. Pas un amour, mais une possession.
Une propriété fantasmée sur une femme qui ne lui appartenait pas et qui ne lui avait jamais rien promis. Dans les semaines qui ont suivi cet article, Ricardo Lopez a commencé à planifier. Le 14 janvier 1996, son 21e anniversaire, Ricardo Lopez s'est offert un cadeau. Pas une fête, pas un repas avec la famille, une caméra vidéo. Ce jour-là, il a posé son stylo pour la dernière fois. Il a fermé son journal de 803 pages et il a commencé à filmer. Dans la première cassette, il se présente à l'objectif, avec cette distance particulière qu'il a toujours eue avec lui-même, comme s'il se regardait de l'extérieur. Et il explique pourquoi il filme. Ce que je cherche en parlant ainsi, c'est du réconfort. Voilà ce qu'il dit. Il ajoute « Je suis mon propre psychologue. Tu es une caméra, je suis Ricardo ». Il va filmer 11 cassettes, environ 2 heures chacune. 22 heures de footage total. Dans ces vidéos, on voit un homme vivre, parler à la caméra comme s'il parlait à un ami, manger, passer des heures à ne rien faire d'autre que de rester assis, se plaindre, parfois rire d'une blague que lui seul comprend, parfois essuyer quelque chose sur son visage et regarder ailleurs. Et entre tout ça, construire sa bombe. Son premier plan est quelque chose qu'on a du mal à concevoir pleinement. Il voulait remplir des seringues de liquide contaminé qu'il comptait obtenir auprès de personnes malades et les dissimuler dans un mécanisme conçu pour se déclencher à l'ouverture d'un colis. Björk ouvre le paquet, les seringues s'activent automatiquement. Il a rapidement réalisé que ce plan était trop complexe à mettre en œuvre. Il n'avait pas les connaissances techniques nécessaires. Il a changé de méthode. L'acide sulfurique. C'est l'un des acides les plus corrosifs qui existent. Sur la peau humaine, le contact provoque des brûlures chimiques immédiates et irréversibles. Les cicatrices sont permanentes, définitives. Ricardo Lopez voulait défigurer Björk, lui graver son existence dans la peau littéralement pour toujours. Dans ces cassettes, il articule sa logique avec une froideur déconcertante. Il voulait soit faire partie d'elle pour le reste de sa vie, à travers les marques qu'il lui aurait laissées, soit l'envoyer en enfer si la dose était suffisante. Il n'était pas sûr de ce qu'il préférait. Les deux lui convenaient. Pendant moins de 3 mois, il a construit l'engin dans son appartement. Un livre ordinaire, épais, relié, qu'il a soigneusement évidé de ses pages. À l'intérieur, le mécanisme de dispersion de l'acide, conçu pour s'activer automatiquement à l'ouverture de la couverture. Autour, du cellophane pour protéger le dispositif pendant le transport. Et par-dessus tout, une fausse lettre qu'il avait lui-même rédigée et mise en forme en se faisant passer pour le label de Björk, qui présentait le livre comme un projet artistique futur, quelque chose que son équipe souhaitait lui soumettre pour approbation, pour qu'elle n'ait aucune raison de se méfier, pour qu'elle ouvre. Pendant tout ce temps, pendant qu'il construit, qu'il filme, qu'il planifie, il continue à parler à sa caméra tranquillement, comme à un confident. Il discute de ses humeurs, de Björk, de lui-même. Il voit un psychiatre pour ses problèmes d'anxiété à ce moment-là. Il n'a jamais mentionné ses fantasmes violents, jamais évoqué la bombe, jamais dit qu'il allait mourir bientôt. Le psychiatre l'a décrit après coup comme quelqu'un qui ne semblait pas dangereux. Ce détail me revient à chaque fois que je pense à cette histoire. Parce que Ricardo Lopez dans ses cassettes est quelqu'un d'articulé, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et pourquoi. Quelqu'un qui a une logique interne cohérente, même si cette logique est déconnectée de la réalité de façon abyssale. Il n'était pas fou au sens où on l'entend généralement. Il était terriblement lucide sur certaines choses et aveugle de manière absolue sur d'autres. Il avait aussi décidé autre chose. Après avoir posté le colis, il se suiciderait. Pas comme un geste de désespoir, mais comme une conclusion. Comme la dernière image d'un film qu'il avait écrit, réalisé et dans lequel il jouait le seul rôle. Il a fabriqué à la main
un panneau en carton, il y a peint les mots « The best of me, Sep 12 », le meilleur de lui-même, 12 septembre. Il avait choisi sa date. 12 septembre 1996, Hollywood, Floride. Le matin, Ricardo Lopez se réveille dans son appartement. Il installe sa caméra une dernière fois. Il commence à parler. Sa voix est tendue. Il dit qu'il est très nerveux, mais déterminé. Il prend le colis, il le range dans un sac, il sort. Il marche jusqu'au bureau de poste. Il fait la queue comme n'importe qui, comme quelqu'un qui envoie un cadeau d'anniversaire, un livre à un ami, un paquet ordinaire d'un jeudi ordinaire. Il tend le colis à l'employé. Il donne l'adresse londonienne de Björk, il paye, prend son reçu et il rentre chez lui. Ce qui se passe ensuite dans cet appartement au cours des dernières heures qui suivent est documenté par la caméra elle-même qui continue de filmer. Ricardo Lopez entre dans l'appartement, il s'arrête et quelque chose change dans son attitude. La nervosité du matin a disparu. À sa place, quelque chose de plus difficile à nommer. Un calme particulier. Le calme de quelqu'un qui a pris une décision irréversible et qui, pour la première fois depuis longtemps, ne doute plus. Il se déshabille entièrement. Il prend un rasoir. Il se rase la tête. Méthodiquement, sans se presser. Il rase aussi ses sourcils. Puis il prend des pots de peinture, rouges et vertes, des couleurs primaires et vives. Et il commence à se peindre. Le crâne, le visage, des motifs géométriques, des formes de zigzag. Personne n'a jamais été certain de ce que ce rituel signifiait pour lui. La police a émis plusieurs théories. Il voulait peut-être se rendre méconnaissable pour obscurcir son identité, rendre le geste final plus facile à accomplir en effaçant symboliquement ce qu'il était, se préparer à une sortie qui devait ressembler à quelque chose, à une performance, à une œuvre. Peut-être que c'était tout ça à la fois. Ou peut-être que Ricardo Lopez, cet homme qui avait rêvé d'être artiste toute sa vie et n'avait jamais osé, s'offrait dans ces dernières heures la seule œuvre qu'il n'ait jamais eu le courage de produire, lui-même. Il s'est regardé dans le miroir un long moment, puis il s'est retourné vers la caméra et il a prononcé les mots que les enquêteurs retrouveront enregistrés 4 jours plus tard. Je ne suis absolument pas ivre. Je ne suis pas du tout déprimé. Je sais exactement ce que je fais. La chanson de Björk jouait dans la pièce. I remember you. Elle s'est terminée. Ricardo Lopez a crié ses dernières paroles. Les archives divergent sur ce qu'il a dit exactement. Certains témoignages disent « victoire », d'autres disent « c'est pour toi ». La qualité audio à cet instant précis ne permet pas de trancher. Il a appuyé sur la détente d'un revolver calibre 38, un Taurus modèle 82, en acier inoxydable. La caméra a continué à tourner. On ne le voit plus. Il est tombé hors cadre. On entend un son sourd, un objet qui chute, puis quelque chose d'humide, lent qui s'élargit sur le sol. Et la caméra filme le plafond blanc, neutre, immobile. Il avait 21 ans. 4 jours, c'est le temps qu'il a fallu au monde extérieur pour comprendre que quelque chose n'allait pas dans l'appartement de Ricardo Lopez. Le 16 septembre 1996, le gérant de l'immeuble a signalé une odeur persistante venant de l'appartement et quelque chose de sombre visible sous la porte. La police de Hollywood, Floride, est entrée. Elle a trouvé Ricardo Lopez en état de décomposition avancée, entouré de ses cassettes vidéo, soigneusement étiquetées et rangées, comme si quelqu'un avait voulu être certain qu'on les retrouve. Et sur le mur de l'appartement, écrit à la main, les cassettes 8mm sont la documentation d'un crime. Ce sont des matériaux terroristes. Elles sont destinées au FBI. Les enquêteurs ont visionné les cassettes.
en urgence, en état de choc. Et ils ont compris. En ce moment même, quelque part dans le réseau postal britannique, un colis bourré d'acide sulfurique était en route vers la résidence londonienne de Björk. La police de Hollywood, Floride, a contacté Scotland Yard immédiatement. Les inspecteurs britanniques ont remonté la chaîne postale. Le colis avait été intercepté dans un centre de tri au sud de Londres. Il n'avait pas encore été distribué. Le gérant postal de Björk filtrait son courrier par mesure de sécurité. Une précaution banale mise en place pour des raisons pratiques et qui lui avait sauvé la vie sans qu'elle le sache. La bombe a été neutralisée à distance. Björk ne l'a jamais reçue. Le 18 septembre 1996, 6 jours après les faits, Björk s'est présentée devant les caméras à l'extérieur de sa maison londonienne. Elle était visiblement bouleversée. Elle a déclaré que c'était terrible et très triste. Elle a demandé aux gens de ne pas la prendre trop littéralement et de s'impliquer dans sa vie personnelle. Et puis, ce détail m'a arrêté la première fois que je l'ai découvert. Björk a envoyé des fleurs et une carte à la famille de Ricardo Lopez, à la famille de l'homme qui avait fabriqué une bombe pour la tuer. 1 an après, dans une interview, elle a dit « J'étais très bouleversée que quelqu'un soit mort. Je n'ai pas dormi pendant 1 semaine. Et je mentirais si je disais que ça ne m'avait pas fait peur, que j'aurais pu être blessée, et surtout que mon fils aurait pu être blessé. » Elle avait un fils, Sindri. Il avait 9 ans à l'époque. Après l'incident, il était escorté à l'école avec un garde du corps. 9 ans. Et voilà le détail que personne ne mentionne. Celui qui pour moi résume l'absurdité totale de cette histoire. Ricardo Lopez avait envoyé sa bombe pour punir Björk d'être avec Goldie. Goldie et Björk s'étaient séparés quelques jours avant le 12 septembre 1996. Quelques jours. Ricardo Lopez ne le savait pas. Il est mort pour venger une trahison qui n'existait déjà plus. Ce qui me trouble profondément dans cette histoire et qui me trouble encore là en te parlant, ce n'est pas vraiment la violence, quoique c'est vraiment très difficile aussi, c'est surtout la solitude. Ricardo Lopez n'était pas un monstre à 2 têtes. Il n'avait pas de crime dans son passé, pas de casier judiciaire, pas d'antécédents violents. C'était un homme seul, dans un appartement avec une caméra et 803 pages d'une vie intérieure que personne n'avait jamais vraiment voulu lire. Un homme qui n'avait jamais vraiment appris à exister aux yeux des autres. Un homme qui avait, quelque part et à un moment, décidé, sans jamais se le formuler clairement, que mourir dans les yeux d'une femme qui ne savait pas qu'il existait valait mieux que vivre dans l'invisibilité totale. L'obsession ne naît pas de l'amour, elle naît du vide. Si cette histoire t'a touché, si tu t'es demandé à un moment « Mais comment est-ce qu'on en arrive là ?» c'est que tu poses les bonnes questions. Dis-moi ce que tu penses de cette histoire. Comment tu définirais Ricardo Lopez? Abonne-toi, la semaine prochaine on plonge dans une autre histoire vraie. Une femme cette fois, qui croyait aimer, qui gérait les affaires de la personne qu'elle prétendait admirer le plus au monde et qui, dans une chambre de motel, au Texas, a sorti un revolver. Selena avait 23 ans, elle n'avait pas vu ça venir. N'hésite pas à t'abonner, ça fait grandir la chaîne et ça me permet de continuer à faire ces vidéos.